Comme on est un petit comité, je vous propose éventuellement, si vous avez des questions, voilà. Je suis entouré d'Anne Majorel et de Stéphane Caléo, qui sont deux de nos vice-présidents. Ils sont absents donc Annelise Melki et Ghislain Sautou. Le conseil de développement, alors est-ce qu'il y a besoin, est-ce que vous savez ce que c'est un conseil de développement? Ce sont des citoyens, habitants du territoire, bénévoles, qui ont fait acte de candidature, qui sont désignés pour la durée du mandat des élus de l'agglomération, qui sont représentatifs, on va dire, de la diversité de certaines communes et de tous les secteurs d'activité sur l'agglomération de cette métropole, de cet tableau. Ces conseils ont été institués par la loi depuis déjà pas mal d'années. Il faut avoir en tête que CET est plutôt leader en France, puisque CET s'est doté d'un conseil de développement dès 2015, qui a fonctionné donc durant le dernier mandat. Donc là, c'est le deuxième mandat. Et donc l'équipe qui est à mes côtés est une équipe... aujourd'hui, c'est un peu plus d'une centaine de personnes. Donc c'est plutôt un gros conseil. Vous voyez, si on prend la référence de Montpellier, de Toulouse, on a une longueur d'avance clairement. Il faut avoir en tête, par exemple, qu'il y a 3 ans, tout ça a été animé par Anne-Sophie, que vous connaissez, il y a 3 ans, c'est ça, nous accueillions ici la conférence nationale de tous les conseils de développement. Ça s'est fait à 7 il y a... Oui, c'était en 2018. La rencontre nationale des conseils de développement. Voilà. Donc là, c'est donc une centaine de membres, donc, qui sont clairement engagés, qui sont des militants du territoire, on va dire. Alors chacun avec évidemment son genre de voter, ses convictions propres, et qui sont donc fortement investis sur ce territoire. Et il faut bien avoir en tête que comment on se positionne par rapport aux élus. On n'est pas des élus. C'est-à-dire que les décisions politiques, de politique publique, sont prises par les élus. Nous, on a vocation à donner des avis. Et à donner des avis plutôt sur des sujets de moyen-long terme. Donc, on n'est pas inscrit dans le même calendrier. Donc, on n'a pas, si vous voulez, la tête dans le guidon. On n'est pas confronté aux mêmes problématiques, etc., de court terme auxquelles les élus doivent répondre. Donc, nous, on a 2 types d'avis, c'est la loi qui le donne, qui le dit, c'est-à-dire on est obligatoirement saisi pour avis par l'agglomération sur un certain nombre de projets prospectifs, le plan local d'urbanisme, le plan de mobilité, le SCOT, enfin voilà, tous les documents un peu de planification prospective, donc obligatoirement on est saisi. Et puis, c'est ça qui est important, on peut s'auto-saisir sur un certain nombre de sujets sur lesquels on estime que la population est en attente de réflexion particulière. Donc, là, c'est la première fois qu'on se voit un peu sous ce format-là. On vous proposera de vous retrouver au printemps, c'est-à-dire à un moment où nos groupes de travail, on va en dire un mot, nos groupes de travail auront élaboré un certain nombre de propositions, de préconisations concrètes sur lesquelles parler au fond des sujets. Alors, on a 4 groupes de travail. Je laisserai à Anne et à Stéphane. On a un premier groupe de travail autour de ce qu'on a appelé la gouvernance. Qu'est-ce que ça recoupe? Ça recoupe des sujets de nature très importante. Alors, d'une part, c'est tout ce qui est participation citoyenne.
conviction, c'est que notre pays connaît notre pays, comme toutes les démocraties libérales, connaissent une grave crise démocratique, on va dire. Hein. Pour la traduction évidente, c'est le faible taux de participation aux élections. Et donc, l'idée, c'est de retrouver un peu le lien avec les habitants. Et l'idée, donc, c'est que on puisse voir de quelle façon ce qu'on appelle la démocratie participative peut conforter, et non pas s'opposer, mais conforter la démocratie représentative. Donc là-dessus, on a, je vous dis, un groupe de travail qui travaille à la fois sur le contenu, et quelle forme pourraient prendre ces éléments de participation, et d'autre part sur les thèmes sur lesquels nous pourrions porter au débat public un certain nombre de pistes de réflexion. L'idée, c'est encore une fois de redonner confiance à ce lien démocratique qui est un lien un peu abîmé. Les deuxièmes travaux dans ce groupe concernent le sujet des compétences de l'agglomération. Vous savez, l'agglomération A7, qui est une agglomération de taille, on va dire, moyenne, hein, 5 000 habitants, 14 communes, elle a des compétences obligatoires, la gestion des déchets, les transports, la gestion de l'eau, et puis elle a des compétences volontaires, que les élus sur lesquels ces dernières années ont décidé de prendre une part. Et donc la réflexion qu'on a engagée, c'est de se dire, plutôt que d'être dans un cumul de compétences qu'on rajoute chaque année aux autres compétences, c'est d'essayer d'avoir un espèce de droit d'inventaire en se disant il est peut-être intéressant de prendre un peu de temps, et donc 15 ans après la constitution de ces établissements de coopération, de voir est-ce que les compétences que nous exerçons, exercées par l'aglo, correspondent bien aux attentes des habitants, ou bien est-ce qu'on est complètement est-ce qu'il n'y a pas de corrélation. Et puis le troisième sujet, toujours dans ce groupe de gouvernance, c'est le sujet de nos relations avec les territoires voisins. La conviction qu'on a, c'est que notre territoire a plein d'atouts, mais il ne doit pas être vécu comme isolé du reste du monde. Et donc, il y a à travailler avec des synergies, donc avec les territoires voisins, en particulier Montpellier. Alors, c'est un sujet qui n'est pas évident, mais sur lequel on avance. Et de ce point de vue-là, on a d'ailleurs noué des relations avec nos homologues de Montpellier. On a rencontré à plusieurs reprises le président, enfin, les deux vice-présidents, les deux coprésidents, Christophe Carniel et Pauline Chaton. Voilà. Donc ça, c'est le premier groupe de travail. Le deuxième groupe, Anise Milquet est absente là, mais ça tourne autour de l'accueil des entreprises, de l'innovation. Et là-dessus, donc, on a abordé des sujets de foncier disponibles. La question des friches industrielles sur l'agglomération est un sujet majeur. On a la chance, oui, de par notre histoire du territoire, on a identifié une cinquantaine d'hectares de friches qui pourront être progressivement être remis à disposition des projets de développement. Et c'est d'autant plus remarquable qu'on est justement confronté à des territoires voisins qui se développent fortement. Le territoire de Montpellier se développe fortement avec, pour le coup, des absences ou des carences en matière foncière. Donc, d'où des synergies évidemment particulièrement importantes. Mais on a aussi un sujet, et on en dirait un mot, de friche agricole, sur lequel, là aussi, il y a probablement à imaginer un certain nombre de pistes de développement. Donc,
je vous donne des têtes de chapitre, hein, mais évidemment, ça donnera lieu à des projets très concrets ou des préconisations très concrètes. On a un troisième groupe qui s'appelle territoire, enfin qu'on a appelé territoire de demain. C'est ça? Oui. Ah, vas-y. Donc en fait, au sein de ce groupe-là, 4 grands chapitres. Un, les mobilités douces. L'idée, c'est de continuer à travailler et à valider les décisions qui ont pu être prises précédemment, par l'ancien, notamment sous l'impulsion de l'ancien CODEV. Je pense notamment aux navettes maritimes. Je pense au plan vélo, avec la capacité maintenant de faire tout le tour de l'étang vélo. Le deuxième sujet, c'est l'habitat de demain, qui est lié au troisième, qui est l'écologie au cœur de nos décisions. On sait tous qu'on a une évolution du climat, de l'environnement qui est ce qu'elle est. On se doit à tous les niveaux de réfléchir aux impacts, notamment de l'habitat, sur notre environnement local. Et le quatrième point, c'est l'étude d'un possible développement de l'hydrogène sur le territoire. On a de l'eau, on a du vent pour faire de l'éolien, on a du soleil pour faire du solaire, donc produire de l'électricité. Est-ce qu'aujourd'hui, il y aurait un intérêt conditionnel de développer une production d'hydrogène au cœur du territoire et ainsi développer ce qu'on a l'habitude d'appeler l'économie bleue? Voilà pour la partie du groupe. Voilà, et le dernier groupe. Alors, c'est un groupe qu'on a appelé épanouissement individuel et collectif, qui, contrairement au groupe précédent, en fait, on n'a pas éclaté en 4 après la création du groupe. On a débuté déjà en 4, donc en fait, on est 4 animateurs à s'être appropriés les items suivants. Donc, le groupe culture, qui est mené par Catherine Judel et Monique Tessier. Le groupe sport santé, autour, enfin, voilà, tout ce qui concerne les infrastructures sportives, hein, qui incombent à l'agglo et dont on se demande si elles sont judicieusement positionnées, si elles répondent aux besoins, etc. Et celui-là est animé par Ghislain Soto. Le troisième groupe, c'est un groupe tourisme qui était surtout en relation avec le nouvel office de tourisme communautaire, Ouais. et qu'on aurait aimé pouvoir mener voilà, parallèlement à la réflexion, parallèlement au développement. C'était Émilie Barrault du CPE qui s'en occupait, mais qui malheureusement ne va peut-être pas pouvoir dégager suffisamment de temps, donc on va voir comment on restructure. Et le quatrième groupe, c'est un groupe autour de l'alimentation que j'anime, moi, et qui est excessivement fourni et chargé. Donc la question, c'est comment on vit mieux demain sur notre territoire à travers ces 4 volets. Je ne vous raconte pas en matière d'alimentation comment on peut mieux vivre, mais c'est copieux, quoi. Donc voilà, on a donc fait 4 sous-groupes encore, mais bon, j'en parle peut-être dans le détail après. Voilà, alors, la conviction que nous avons, c'est que sur la base donc, des travaux relativement denses, hein, puisque c'est quasiment plus de 50 réunions qui ont été organisées, donc vous voyez des centaines d'heures de travail sur les derniers mois. Donc une participation très active, on va dire une ambiance bonne, enfin, encore une fois, rassembler comme ça des personnes similaires, c'était pas évident. Et donc une bonne ambiance et cette volonté donc d'apporter chacun un peu sa contribution. Alors l'idée c'est d'essayer évidemment de déployer tout ça. Et pour ce faire donc, j'allais dire, on a un peu besoin de vous.
Et on pense que la presse peut jouer un rôle utile euh, pour faire en sorte que tous les projets dont on parle, les sujets dont on parle, soient des projets qui soient sur lesquels on sente qu'il y a une adhésion, vous voyez, des populations directement concernées. Alors, on a pris un certain nombre d'initiatives. Tous les mois, on organise de façon maintenant régulière là, une conférence thématique. Alors, on l'a fait au mois de janvier sur des problématiques d'ailleurs qui sont par exemple l'urbanisme participatif, en faisant venir des gens du Québec pour illustrer ce qui avait pu être fait là-bas au Canada. Ça a été sur des sujets culturels avec Emmanuel Desgriers, donc du CNRS à Montpellier, qui est venu nous parler de projet de territoire culturel, c'est-à-dire la mise en forme concrète des ambitions culturelles sur ce territoire qui sont particulièrement importantes. Ça a été, il y a 3 jours, en matière d'alimentation, un débat citoyen organisé à Metz. Ça sera au mois de mai. Et là, cette fois-ci, on va un peu changer d'échelle. On va faire venir le président de la commission de régulation de l'énergie nationale, Jean-François Carinco, on aura l'occasion de revenir. Voilà, donc tous les mois, l'idée c'est d'organiser un événement qui sera ouvert évidemment au grand public pour engager un débat, encore une fois, un peu prospectif. Alors justement, sur ces sujets un peu de prospective, on a été amené à travailler un atelier dit prospectif, c'est-à-dire pendant un week-end, on s'est enfermé avec un certain nombre d'experts, d'horizons très divers, Banque des territoires, Institut de recherche, etc., sur un peu, pour élaborer un certain nombre de scénarios d'évolution de notre territoire à horizon 2050. Donc, ça a donné lieu donc, à un document qui est en cours de finalisation et que nous serons en capacité de vous présenter dans les prochaines semaines. Donc on a retenu 5 scénarios assez disruptifs sur lesquels qui ont l'avantage, me semble-t-il, d'engager un débat riche. On était assez satisfaits, on est une dizaine sur avoir travaillé sur ces sujets-là. Qui faisait un bel écho au rapport du GIEC. En tout voilà, cas. C'était vraiment... Voilà, alors je vous disais, CET par ailleurs occupe dans le monde des codev en France une place particulière. D'une part parce qu'on a été un peu leader il y a 4-5 ans. Anne-Sophie était déjà là, donc on lui doit beaucoup, là, alors concrètement, ça se traduit par le fait que nous siégeons au bureau national de la coordination nationale des codev de France, et que par ailleurs on assure la coprésidence de l'association régionale Occitanie des codev. Alors c'est une initiative qui avait été prise avant le Covid, donc qui avec le Covid évidemment a été un peu freinée, et nous relançons donc cette association, et donc il y aura une réunion de relance au mois de juin de l'ensemble des codev de la région, de notre région Occitanie. Je co-préside donc cette association avec mon homologue de Carcassonne, Pascal Chabernac. Il y a combien de codev sur la Lyon ? Alors, des codev en Occitanie, il doit y en avoir une trentaine à peu près. Enfin, il faut distinguer, si vous voulez, on est en train de finaliser l'inventaire, les codev existants et en création. Et en création, et puis ceux qui, et en bout de course, ceux qui ont adhéré ou qui vont adhérer à l'association. Enfin, on est à peu près autour d'une trentaine. Okay. C'est-à-dire que toutes les grandes agglos, vous voyez, on devrait avoir un codev. Voilà. Et alors, par ailleurs, on a initié, je vous l'indiquais là, plutôt travailler à l'échelle de ce qu'on appelle un peu le bassin de vie,
une rencontre donc avec nos homologues de Montpellier et de l'Orne, pour voir un peu là aussi donc les synergies qu'il pouvait y avoir entre nos différents territoires. Je ne l'ai pas dit, mais enfin, pour ceux qui ont un peu suivi, on a quand même une feuille de route, on ne part pas de rien. Hein. Cette feuille de route, c'est ce que nous avons appelé dans le jargon un projet de territoire, qui a été élaboré donc, par l'ancien mandat, sous l'ancien mandat, et dont on a donc la charge de l'étoffer, de le compléter, de le faire vivre, quoi, au regard des travaux que nous devons être. Voilà, j'ai dû oublier des choses. Terminer avant de répondre éventuellement à vos questions et puis de passer la parole à Stéphane et à Arne. Bon, on a un territoire qui est, comme d'autres, mais qui est riche d'opportunités. Si j'osais quand même dire qu'on a un territoire qui est plus que d'autres, riche d'opportunités et d'atouts. Qui a évidemment des difficultés qu'on connaît, hein, liées à son histoire, liées à, voilà. Et donc, où la conjugaison des problématiques de développement économique, de développement culturel, de développement d'image, de développement de cohésion sociale doivent s'articuler. Et pour ça, la conviction qu'on a, c'est que si on veut justement revenir à ce que j'appelais la crise démocratique que notre pays connaît, si on veut retrouver ce lien de confiance, il y a peut-être besoin de retrouver le chemin du temps long. Voilà. C'est-à-dire de sortir un peu de problématiques de court terme pour essayer un peu d'élever le regard sur des perspectives de moyen long terme. Et la chance que le CODEF peut être l'instrument évidemment de cela, de cette ambition-là. Et la chance que nous avons, c'est que on est adossé, j'allais dire, à des élus qui nous font confiance. Je le dis parce que ces élus, ils sont au sein de l'agglomération, ils sont d'horizons politiques très divers. Hein. Mais la chance qu'on a, c'est qu'on a des élus communautaires et évidemment un président qui nous font complètement confiance. Donc nos travaux sont libres et on verra de quelle façon les avis que nous serons amenés à formuler seront repris et pris. Et je terminerai par un point, c'est que j'ai eu l'occasion, moi j'ai pris mes fonctions là, il y a peu de temps, j'ai eu l'occasion de rencontrer tous les maires là, dans les dernières semaines, tous les 14 maires, tous nous ont accueillis de façon extrêmement positive. C'est-à-dire que les attentes des élus et donc de la population au regard de nos travaux sont des attentes extrêmement positives. Voilà, je le dis parce que c'est vrai d'abord. Et que voilà, c'est plutôt sympathique parce que voilà, on n'a pas de raison de penser que